Bonsoir, bienvenue à tous. La réforme, c'est le gros mot pour cette présidentielle. Mais à l'heure de la mise en œuvre des programmes, que se passera-t-il pour l'heureux élit? Doit-il ou doit-elle s'attendre à une sorte de troisième tour social dans la rue? On va poser la question avec le patron d'un des principaux syndicats en France. Bonsoir Jean-Claude Maïs, secrétaire général de Force ouvrière. La CFDT reçoit demain trois des principaux candidats. Le MEDEF aussi les a tous invités. Vous comptez faire ce genre de rassemblement à Force ouvrière? Non, c'est pas du tout prévu et c'est pas notre façon de faire. On ira voir les candidats. On a déjà vu certains qui souhaiteront nous voir, mais on ne fait pas de grand-messe avec les candidats. On va parler des candidats les uns après les autres. Un petit point sur les intentions de vote ce soir avec nos intentions de vote quotidiennes sondées par l'IFOP pour CNews. Voilà, ça c'est le rapport de force. Vous savez pour qui vous allez voter? À titre personnel, d'abord je ne le dirai pas parce qu'en tant que... Mais vous le savez ou pas? J'ai encore des hésitations, pour être franc. Vous avez encore des hésitations à 40 jours du premier tour? Oui, mais je crois que je ne suis pas le seul. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question aujourd'hui. Bon, mais c'est dû aussi, je pense, pour beaucoup de gens aujourd'hui, à la nature de cette campagne. On ne parle pas tellement des dossiers de fond, on parle plus d'autre chose. Donc, c'est une forme de, je l'ai dit plusieurs fois, mais une forme de déliquescence démocratique quand même, ce qui est inquiétant par ailleurs. Quel est le programme qui vous paraîtrait le moins éloigné des idées que vous vous faites du dialogue social et de ce qu'il faudrait faire? Je ne veux pas raisonner comme ça, si vous voulez. Nous, je rappelle que Force ouvrière ne donnera aucune consigne de vote formelle au premier comme au deuxième tour, quels que soient les candidats en présence. Ça ne nous empêchera pas de dire ce qu'on a à dire, bien entendu, en toute liberté, toute indépendance. Maintenant, nous sommes amenés à réagir, notamment sur les programmes de ce qu'on présente comme les principaux candidats, quand une des propositions nous apparaît effectivement dangereuse, ce que nous avons fait ces derniers temps et que nous continuerons à faire. Alors on va prendre les 5 premiers de ce sondage, ça bouge pas beaucoup maintenant depuis pas mal de temps, et puis vous allez nous dire ce que vous pensez du programme en termes économiques et sociaux. Marine Le Pen, d'abord vous l'avez rencontrée, vous êtes parlé sur le programme? Non. Pas de prise de rendez-vous, elle essaie pas de vous contacter, vous non? Non, mais j'ai dit que je ne souhaitais pas la rencontrer. Donc, Pierre Gattaz va le faire, le MEDEF va le faire? Oui, que Pierre Gattaz le fasse. C'est pas bien? Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur conception des choses, ça n'est pas la mienne. Mais si elle est présidente demain, comment vous faites alors pour On verra une chose à la fois. Moi j'ai l'habitude de dire, vous savez, l'expérience c'est une chose à la fois. Vous savez, non, moi j'ai dit clairement que je ne souhaitais pas. En tout cas, elle a évidemment un programme économique et social qui ne vous a pas échappé. Sur l'Europe, par exemple, elle estime que l'Europe provoque du dumping social. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Oui, mais il n'y a pas qu'elle qui dit ça. Nous, il y avait longtemps qu'on dit ça. Vous savez, c'est à la fois un mélange de trois choses. C'est un mélange d'un État autoritaire et fort. Un deuxième aspect, c'est le nationalisme. Et troisième aspect, c'est le social. Personne n'est dupe de ce genre de choses. Maintenant, qu'il y ait du dumping social et fiscal, d'ailleurs, en Europe, les syndicats au niveau européen le dénoncent depuis pas mal de temps. On a même une déclaration commune de tous les syndicats européens qu'on a sur l'avenir de l'Europe qui précise clairement ce genre de choses. Et pour autant, vous dites, on ne veut quand même pas sortir de l'Europe. Ce qu'elle dit sur la sortie de l'Europe, c'est pas bien. C'est l'esprit même, on va prendre la directive des travailleurs détachés, c'est l'esprit même de l'Europe. L'idée de dire, on peut se déplacer, travailler dans un pays ou dans un autre, c'est l'esprit même de l'Europe. Et vous dites que vous ne voulez pas modifier ça? Non, je ne dis pas que je ne veux pas modifier ça. Mon organisation est européenne, sur l'idée européenne, mais nous sommes très critiques depuis des années sur la manière dont l'Europe se construit. Et le problème de la directive détachement et travailleurs détachés, ce n'est pas le problème de la libre circulation, c'est le problème que ces travailleurs sont utilisés pour faire du dumping social. Nous disons depuis longtemps que quelle que soit la nationalité, il y a un principe, c'est à travail égal, salaire égal. Donc ce principe doit être respecté. Alors il y a eu quelques améliorations, notamment en France ces derniers temps sur la directive détachement, mais il y a encore des problèmes. Mais vous savez très bien qu'il y a une dizaine de pays au niveau européen qui refusent une modification de cette directive. Mais il n'y a aucune raison pour qu'un travailleur roumain ou d'un autre pays européen n'ait pas les mêmes conditions de travail et de protection sociale qu'un travailleur français. Alors là-dessus, il y a plusieurs régions françaises de droite qui ont décidé d'adopter ce qu'on appelle la clause Molière. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de protectionnisme, c'est évident, mais au nom de la sécurité, c'est de dire on ne peut pas avoir un travailleur étranger sur un chantier qui ne comprend pas les ordres, les consignes de sécurité en français, et donc s'il ne parle pas assez bien le français, eh bien, on empêche de venir sur le chantier. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est une proposition électoraliste et démagogique. Pourquoi? Mais non, si elle mais est c'est pas ça. Oui, mais attendez, c'est pas ça le problème. On voit bien que c'est du racolage d'une certaine manière, ou une tentative de racolage. Le problème n'est pas là. Le problème, est-ce que ces travailleurs, il y a d'autres, quelle que soit la nationalité,
réalité, qui peuvent très bien faire leur travail, qu'on peut très bien aider à apprendre le français. Ça, c'est autre chose. Surtout, le problème, mais c'est quand ils arrivent, c'est pour travailler le lendemain sur le chantier. Hein. Oui, et quand ils arrivent, ça va souvent, vite. c'est pour pas être payés comme les autres. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas une question de langue. Le problème, c'est une question qu'on les paye pas comme les autres, d'une manière ou... Vous savez très bien que même dans le cadre de la directive détachée, même si le travailleur en question, il a une fiche de paye qui correspond par exemple au SMIC, on sait très bien que beaucoup d'employeurs retiennent par exemple 300 ou 400 euros pour les loger dans des conditions insalubres. Il est là le problème, il n'est pas sur la question de la langue. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec Pierre Gattaz, finalement. Il est contre. Vous voyez, cette ça règle arrive, hier. c'est tellement rare, on C'est peut le étonnant, souligner. mais c'est intéressant à souligner en tout cas. Allez, candidat suivant dans l'ordre d'intention de vote à ce jour, Emmanuel Macron. Il a conseillé évidemment François Hollande sur les questions économiques. Vous faites la différence entre les deux hommes sur ces sujets ou pas? Pour vous, c'est la même chose? Il a non seulement conseillé, il a fortement inspiré, notamment par exemple sur le pacte de responsabilité qui a été un tournant dans la politique économique de François Hollande et du gouvernement ces 4 dernières années. Il a pesé aussi en partie sur la loi travail. Il est, au sens économique du terme, il est libéral. C'est clair. Donc on l'a rencontré. Moi, j'ai eu l'occasion de lui dire qu'il y a des points, on n'a pas tout discuté, mais il y a des points de désaccord sur l'assurance chômage, par exemple, sur les retraites. Ce sont des points forts de désaccord. C'est à côté ce qu'on appelle rapidement du libéralisme social ou du social-libéralisme. Ce sont des lignes rouges pour vous, les points que vous venez d'énoncer? Je lui ai dit que sur l'assurance chômage, c'était une erreur. De penser un seul instant, ce qui est une vision, selon moi, ou budgétaire ou technocratique, que l'État gère mieux que les interlocuteurs sociaux pour ce qu'on gère encore. Parce que je rappelle que Pôle emploi, qui gère Pôle emploi aujourd'hui? L'État. La seule chose dont sont responsables les interlocuteurs sociaux, patronat et syndicats aujourd'hui, c'est la négociation, ce qu'on est en train de faire en ce moment, de la Convention d'assurance chômage. Sinon, Pôle emploi, c'est géré par l'État aujourd'hui. Bon, pourquoi l'État ne prendrait pas totalement ses responsabilités, justement, en récupérant une partie du financement de l'assurance chômage? Parce qu'il va en faire autre chose de l'assurance chômage. Il va en faire autre chose, il va en faire un système ouvert à toutes les catégories, on ne sait pas comment d'ailleurs. Ce ne serait plus un système d'assurance, mais en gros un genre de filet de sécurité minimum. Après, libre aux uns et aux autres de s'assurer comme ils le veulent. Est-ce qu'il n'est pas logique que... Pardon, mais pas le même système. Est-ce qu'il n'est pas logique que celui qui a la dette, puisque c'est l'État qui a la dette, qui est en charge de la dette, 30 milliards, est-ce que c'est pas logique, c'est l'État qui paye à la fin, que ce soit lui qui décide sur la réforme, notamment? Il ne paye pas la dette, l'État. Il garantit la dette, c'est autre chose. Oui. Attendez, c'est pas la même chose. À la fin des fins, on imagine bien que c'est ça qui se passe. Ça dépend. Voilà. Vous savez que s'il y a une autre politique économique, par exemple, si on a plus de croissance économique et que le chômage diminue sérieusement, la dette va très rapidement diminuer. Et je rappelle que à peu près la moitié de cette dette, c'est dû à l'État. C'est parce qu'il y a toute une série de dispositifs que l'État ne prend pas en charge et qu'il devrait prendre en charge. Donc tout ça, ça se discute. Mais il ne paye pas pour le moment, il garantit la dette. Mais c'est un principe philosophique presque dont vous parlez, c'est le paritarisme à la française, c'est ce que vous voulez sauver. Effectivement, ce que propose Emmanuel Macron, c'est peut-être la fin, en tout cas pour l'assurance chômage, de ce paritarisme-là. Quelle est l'idée derrière? L'idée est de dire au fond que vous seriez meilleur garant de l'intérêt général que l'État? En quoi, Jean-Claude Mailly? Non, mais moi, je ne parle pas d'intérêt général. C'est quoi on parle de l'intérêt général, l'assurance chômage, c'est de la survie du système. L'assurance chômage, c'est quoi? Bien compris. Non, mais attendez, attendez. Pourquoi l'assurance chômage a des difficultés? Parce qu'il y a des chômeurs, il ne faut pas se leurrer. S'il n'y avait pas de chômeurs, il n'y aurait pas de problème. D'accord, mais aujourd'hui on en est là, et vous n'arrivez pas à la réformer. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ça fait 3 ans que vous discutez. Vous avez encore une réunion mardi, c'est On tout. aura encore, on verra, attendez, c'est pas fini les discussions. Moi, j'espère qu'on pourra arriver à un accord. On a un patronat très dur, au moins le MEDEF pour le moment. Bon. Mais ceci étant, l'assurance chômage, ça couvre qui? Ça couvre aujourd'hui les salariés. Le paritarisme, c'est quoi? C'est pas tout et n'importe quoi. Le paritarisme, c'est ce qui tourne autour du contrat de travail. C'est la formation professionnelle, c'est l'assurance chômage, c'est les retraites complémentaires. Ça a beaucoup diminué le champ du paritarisme ces dernières années. Au nom de quoi l'État se mêlerait de tout? Moi, je ne suis pas un étatiste à 100%. On n'est pas en Union soviétique. Parce qu'il y a des élus de la nation avec un programme et qu'à un moment donné, ils veulent l'appliquer. Ça s'appelle la démocratie, Jean-Claude Mailly aussi. Mais attendez, c'est pas parce que la démocratie, c'est pas non plus de tout gérer. On peut être un modèle collectiviste, on peut supprimer, nationaliser toutes les entreprises, tout nationaliser, on verra si l'État gère mieux. Moi, je suis pas au sens où l'État doit tout contrôler dans ce pays. Et je rappelle que le paritarisme, c'est aussi une école de responsabilité, et pour les organisations syndicales, et pour les organisations patronales. Et j'attends qu'on me démontre que ça irait mieux. Alors on peut très bien dire, l'État peut très bien dire, attendez, j'oblige les chômeurs à travailler, comme si la plupart des chômeurs ne voulaient pas travailler, et puis je coupe l'indemnité. Ah, c'est très social ce genre de choses, je ne suis pas sûr que ça passera. Il a un calendrier, Emmanuel Macron, il vous en a parlé? Je n'ai pas le sentiment, en tous les cas, il ne nous a pas évoqué un calendrier comme M. Fillon a visiblement un calendrier. Pour le moment, je n'ai pas de précision sur le calendrier d'Emmanuel Macron au cas où. Quand c'est flou? Oui, je connais la vieille formule, quand c'est flou, il y a un loup. Vous êtes d'accord?
Oui, mais est-ce que c'est Ou est-ce prêt que ou ça pas veut dire prêt? qu'éventuellement, il ne Je sais va pas le faire et c'est ce que Non, vous j'en dites sais aussi. rien, franchement, je ne sais pas ça. Hein. Autant... En tout cas, il n'a pas de calendrier. En tout cas, il vous le j'ai donne pas de pas. calendrier, j'ai pas de calendrier ferme en disant on va faire telle chose à telle époque. François Fillon vous donne son calendrier. C'est quoi? Il vous dit quoi? C'est les Gérard Larcher que nous avons rencontrés encore cet après-midi. J'ai rencontré Gérard Larcher cet après-midi. Dès le mois de juillet, le Parlement siégera. Avec juste une petite rupture au moment du 15 août. Ça veut dire que des choses vont se décider cet été, notamment deux choses, un collectif budgétaire sur les questions fiscales, et après, ou par une loi, ou par des ordonnances, ça c'est pas visiblement décidé, diverses dispositions qui vont poser problème, dont la question du recul de l'âge de la retraite, certaines dispositions sur le code du travail, etc., etc. Et après, à la rentrée, un autre dispositif là, qui serait un dispositif qui respecterait la loi Larcher. Ça veut dire qu'on de dialogue social, on consulterait sur d'autres dispositifs tels que la pénibilité ou autre. Mais si je comprends bien, l'essentiel serait passé avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si François Fillon est président, vous êtes sur le pont cet été? J'ai déjà dit que moi j'ai demandé à mes amis au bureau confédéral de dire ne prenez pas de vacances qui ne seraient pas remboursables. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt au cas où, je dis pas que c'est pour mobiliser, moi une chose à la fois, vous savez, je suis prudent, on verra bien les choses, mais s'il y a des choses qui passent en force, par expérience, je sais qu'à un moment donné, ça génère des effets boomerang. À un moment donné, passer en force, c'est pas une solution. Il faut respecter la consultation et le dialogue. Pourquoi vous l'avez toujours pas rencontré? C'est lui qui veut pas vous voir? Il n'a pas demandé à nous voir. Attendez, on rencontre Gérard Larcher, qui est rompu au dialogue social. Monsieur Larcher, il connaît bien les organisations syndicales et patronales. Il a été un bon ministre du Travail, donc c'est quelqu'un qui est rompu au dialogue social. Un mot sur l'affaire qui complique singulièrement sa campagne et la mise en examen d'hier. Écoutez, c'est pas parce qu'il est mis en examen qu'il peut pas être candidat. Moi, la seule chose que je relève, c'est qu'il a une contradiction de fond. Quand il dit « si je suis mis en examen il y a quelque temps, je ne pourrais pas être candidat », et que mis en examen, il l'est quand même. Maintenant, c'est son problème. Quatrième candidat dans l'ordre des intentions de vote. Ce soir, je le précise encore, Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste. Vous avez toujours votre carte au Parti Socialiste? Ouais. C'est votre candidat? Non, ça ne veut pas dire que c'est mon candidat. Non, ça veut pas dire la que... question pour savoir ça ne veut pas dire qu'il y a une évolution qui vous dérange. Non, ça ne veut pas... Non, mais je... même si lui ou un autre, en tant que secrétaire général de l'UEFO, je n'ai pas de candidat. Je rappelle qu'on ne donnera aucune consigne de vote. Je ne l'ai toujours pas rencontré. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé hier, Manuel Valls qui refuse de le parrainer, le Parti Socialiste qui semble se fragmenter, voire s'éparpiller, façon puzzle, dirait certains. De mon point de vue, le problème de fond, l'un des problèmes de fond, c'est un affaiblissement des deux plus importants partis ces dernières années, qui est à la fois les Républicains d'un côté, le Parti Socialiste, ceux qui faisaient l'alternance d'une manière ou d'une autre. On constate très bien, et les primaires y ont contribué selon moi, que ces deux partis sont affaiblis. Et c'est aussi inquiétant pour la démocratie. Les 32 heures qu'ils proposent en tant que patron de FO, ça vous intéresse? Non, c'est pas une revendication de l'organisation pour le moment. Comprenne bien, la réduction de la durée de travail, c'est une tendance historique. Ça reviendra un jour ou l'autre. Mais c'est pas une revendication prioritaire. Mais certains disent que c'est délirant. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas délirant, c'est pas ce que je dirais. Mais en tous les cas, c'est pas les revendications. Vous diriez quoi alors? Les salariés me parlent de quoi en ce moment? Ils me parlent de pouvoir d'achat. Ils parlent d'emploi, ils parlent de protection sociale, ils ne parlent pas de réduction de la durée du travail. Je vous pose la question différemment. Est-ce que ça vous paraît crédible, son programme? Vous qui après serez amené à faire les négociations sociales. On a émis des critiques, mais ça a bougé, mais je n'ai pas vu le détail, sur le revenu universel, par exemple. Les 32 heures, je le dis, ce n'est pas une revendication, il faut les 32 heures. Et le revenu universel, ça ne vous plaît pas non plus, cette idée-là? Ça a bougé pour le moment. Mais non, le revenu universel, c'est plus le cas aujourd'hui dans ces propositions, si j'ai bien compris, où on révolutionne la société, on fait autre chose, mais ça se fait pas, ça n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui. Maintenant, si c'est par exemple pour dire il faut que les étudiantes et les étudiants ne soient pas contraints de travailler pour se payer leurs études et qu'ils aient par exemple 600 € par mois, ça je suis pour, mais c'est pas un revenu universel, c'est une forme de bourse. Vous avez combattu pendant ce quinquennat la loi El Khomri, Myriam El Khomri qui est investie par le Parti Socialiste, dont le candidat est Benoît Hamon pour les législatives. Est-ce que tout ça vous paraît cohérent aujourd'hui? Le programme qui est le sien et ses investitures à droite et à gauche. En tous les cas, il a été, ces derniers mois, il avait été critique sur la loi travail, Benoît Hamon. Nous aussi, d'ailleurs, je le rappelle. Ni vous ni lui, maintenant, ne souhaite l'abroger. Vous employez attendez, attendez, regardez bien, pendant le conflit, et moi et mon homologue de la CGT, qu'est-ce qu'on disait? On demandait l'abrogation des 4 ou 5 points les plus
dure de la loi travail. On ne demande pas l'abrogation sur des dispositifs sur le travail détaché, par exemple. Mais l'un des points clés, c'est pas le seul, c'était ce que j'appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Et ça, on a toujours la même opinion là-dessus. Et regardez bien, vous avez M. Fillon. J'avais dit pendant le conflit, attention, vous entrouvrez une porte, cette porte, elle risque d'être ouverte complètement demain. M. Fillon, c'est ce qu'il veut faire. Demain, il n'y a plus de négociation de branche, tout dans l'entreprise. Monsieur Macron, Emmanuel Macron aussi. Il parle de la branche, mais on ne sait pas trop comment. Voilà. Mais en tous les cas, non seulement c'était condamnable dans ce qu'ils ont fait, mais c'était un risque qu'ils prenaient. Ça se confirme. Entre les deux, entre le programme de François Fillon et d'Emmanuel Macron, lequel vous inquiète le plus? Parce que sur le papier, sur les deux, il y a beaucoup de points qui sont des lignes rouges pour vous. Oui, écoutez, y compris, prenez le cas de la situation de la fonction publique. L'un dit 500 000 en moins, l'autre dit 120 000. Moi, je dis les deux chiffres sont stupides. C'est pas comme ça qu'on fait. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on regarde bien les choses, c'est quoi le rôle et les missions des services publics. Une fois que le gouvernement dit clairement ce qu'il veut faire, qu'il en débatte avec les uns et les autres. Après, on peut regarder qui gère l'État, la région, quels effectifs il faut. Là, on se lance des chiffres à la figure qui n'ont aucun sens. 5e candidat dans l'ordre des intentions de vote ce soir, Jean-Luc Mélenchon. Un mot pour qualifier son programme économique et social? Il est ambitieux. Je ne dis pas que je suis d'accord sur tout, mais c'est quelqu'un d'ambitieux, puis il a une certaine cohérence. Maintenant, on n'est pas obligatoirement d'accord sur tout. Vous vous sentez chez FO plus proche de ce qu'il propose que de ce que proposerait non. Je l'ai rencontré. Non, je veux pas rentrer là-dedans. Est-ce que vous dites ambitieux? Certains disent absolument pas crédible, quoi. Voilà. Oui, non, mais enfin, vous savez, la crédibilité, c'est tout à fait subjectif, ce genre de choses. Moi, en tous les cas de figure, et je ne dis pas que je partage ce que disent les uns et les autres, je pense par exemple qu'il y a un débat qui est insuffisamment posé, c'est le débat européen aujourd'hui. Beaucoup de choses décidées dans notre pays comme dans les autres pays européens sont conditionnées par la prise de position, non pas de la Commission européenne, mais des gouvernements au niveau européen. Et tant qu'on n'évoluera pas en la matière, il continuera à y avoir des problèmes. Oui, mais enfin, pour que, en l'occurrence, l'Allemagne évolue... C'est pas sortir de... C'est l'Allemagne qui donne le là. Pour que l'Allemagne évolue, il faudrait peut-être qu'on commence à respecter les engagements qu'on a nous-mêmes pris. C'est ce qu'on nous dit à Berlin. C'est ce que Angela Merkel dira demain à Emmanuel Macron. Je ne pense pas que Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, soit un grand démocrate, en tous les cas. Démocrate peut-être, mais en tous les cas, le social, il ne connaît pas. Regardez ce qui se passe avec la Grèce, c'est ce qu'on impose aux Grecs. Donc il faut réviser les traités européens. Oui, mais Jean-Claude Maillet, réorienter l'Europe, c'est ce que disait François Hollande en 2012. Oui, mais il a été élu. Et personne ne peut réorienter l'Europe. Si. C'est ça qu'on constate aujourd'hui. Alors vous voulez quoi? À moins d'avoir une parole qui est crédible et respectée. Parce que vous voyez aussi que... Non. Et à ce moment-là, on peut commencer à parler. Non, je ne suis pas d'accord. On a fait des efforts, faites-en de votre côté. Non, puis après, on est tous morts, économiquement et socialement. Donc ce que va faire Macron demain à Berlin, pour vous, ça n'a pas de sens? Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais il a expliqué, qu'il discute avec Angela Merkel. Rendons la crédibilité de notre parole. Je dis tout simplement, et je suis sûr... À la fin de l'année, même, il a dit. Je suis sûr de ce que je dis. Si François Hollande, au lendemain de son élection, il avait voulu faire ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale, ça veut dire vouloir changer certains des critères européens. Je sais qu'il y avait plusieurs pays qui étaient derrière la France et qui attendaient de la deuxième puissance européenne qu'elle prenne ses responsabilités. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Voilà. Et donc, à partir de là, à un moment donné, si vous ne menez pas un bras de fer, vous êtes sûr de le perdre. Alors, on n'est jamais sûr de gagner, mais en tous les cas, il y a des critères qu'il faut obligatoirement modifier. Sinon, l'Europe sera rejetée. Et moi, je ne souhaite pas que l'Europe soit rejetée. En tout cas, en prenant les principaux candidats et les premiers, ceux qui semblent avoir une chance d'accéder au second tour, on a un peu le sentiment, à vous écouter, Jean-Claude Maillet, que l'été social va être chaud. Il va y avoir un troisième tour social? J'en sais rien. J'aime pas cette formule, le troisième tour social. Moi, j'en sais rien. Vous savez, moi, mon expérience... Oui, mais c'est un côté politique, c'est pas l'objet. Mon expérience me dit une chose à la fois. Pour le moment, on dit sur les points clés des uns et des autres ce sur quoi on n'est pas d'accord. On a fait connaître, nous, nos positions d'ensemble, pas par rapport au programme, ce qu'on pense, nous, sur la situation européenne, internationale, l'emploi, le chômage, etc. Après, on verra le résultat des élections, et puis après, on verra, on ajustera. Si... ça évolue, tant mieux. Si ça n'évolue pas et qu'il faut mobiliser, on mobilisera. Vous disiez tout à l'heure, le problème fondamental, c'est que ces deux grands partis se sont un peu effondrés. Ouais. Est-ce que, dans la discussion qu'on a, on peut ajouter à cet effondrement celui aussi, d'une certaine manière, du syndicalisme tel qu'on l'a connu? Est-ce que ça fait partie aussi du problème? Moi, je ne... Vous n'êtes pas d'accord pour faire ce parallèle? Je vous rappelle tout simplement qu'il y a beaucoup plus de gens adhérents dans les syndicats que dans les partis politiques aujourd'hui. Alors maintenant que la période ne soit pas facile, chez nous comme ailleurs, il n'y a pas qu'en France, et notamment dans tous les pays européens, c'est dû à la situation économique et sociale. Bon, alors il y a une part de résistance dans ce qu'on fait de manière permanente. Franchement, j'aimerais mieux que ce soit plus conquérant et qu'on arrive à négocier plus facilement. J'aimerais mieux que la négociation assurance-chômage se termine correctement pour tout le monde. Ce n'est pas encore fait, peut-être que ça se fera.
Mais je ne dis pas que la période est facile, mais je ne considère pas qu'en France comme ailleurs, les syndicats ont démérité. Un dernier mot justement sur cette négociation sur l'assurance chômage. C'est un peu la dernière chance avant, j'allais dire, la présidentielle, de démontrer que le paritarisme dans l'assurance chômage fonctionne encore. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut trouver une solution. Sinon, vous ouvrez grand la porte à François Fillon, à Emmanuel Macron pour une pas quoi qu'il arrive. On ne peut pas étatisation accepter n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Nous pensons qu'il faut relever le plafond des cotisations à l'assurance chômage. Au-dessus, par exemple, de ceux qui gagnent 13 000 euros devraient payer plus. Les artisans sont d'accord. Les PME sont d'accord. Qui bloque? Le MEDEF, parce qu'il protège ses propres intérêts. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de salariés qui gagnent plus de 13 000 euros par mois. Et donc, aujourd'hui... Donc, à eux d'évoluer. À eux d'évoluer. Nous, on est prêts à faire certains efforts, je l'ai dit, sur plusieurs choses, mais à eux aussi d'ouvrir une porte. On ne peut pas régler le dossier de l'assurance chômage uniquement en faisant des économies sur le dos des chômeurs. Il faut aussi que les employeurs mettent une part de leur responsabilité dans l'affaire. Alors, c'est pas fini, j'espère que ça se terminera bien, mais on ne signera pas n'importe quoi. Une conclusion, un mot pour qualifier cette campagne, à vos yeux? Triste, et c'est pas seulement une question de tristesse, c'est inquiétant pour la démocratie. Merci Jean-Claude Mailly d'être venu répondre à nos questions ce soir. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.